Monsieur Maheu, monsieur le Dazen du Gard, je vais donner tout de suite la parole à Corentin Corget qui va vous poser les premières questions. Et là aussi, elle est de retour en 2023. C'est la question éducation. Oui, éducative Coquine. coquine, on peut va le dire comme ça. Allez, on y va, Corentin. Monsieur Dazen, vous n'en avez pas marre? Marre de quoi? Des parents d'élèves, des maires, des professeurs sur votre dos chaque année au moment de la carte scolaire? Non, pas marre, parce que l'école dans notre pays reste l'objet d'un attachement profond de la part de nos concitoyens, qu'ils soient élus, qu'ils soient parents d'élèves, qu'ils soient professeurs. Non, c'est plutôt la marque, encore une fois, de cet attachement et puis d'une certaine forme de vivacité qui continue. Vous êtes conditionné, vous savez que chaque année, il va y avoir des... Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire des mécontents. Non, mais j'imagine que vous aimeriez que tout le monde soit content, mais forcément, il y a des baisses de budget, vous êtes obligé de faire. Oui, parce que il faut aussi que dans mon métier, on prenne acte d'une certaine responsabilité. Voilà, moi, je n'ai pas la vocation à voter le budget de notre ministère. C'est le Parlement, voilà. Et donc, le travail qui se fait ensuite dans les territoires, dans les départements, s'astreint à répartir les moyens publics, les moyens de l'État, avec ce principe d'équité auquel nous sommes tous attachés. Voilà, quels que soient les lieux de scolarisation de nos élèves, en milieu rural, en quartier politique de la ville, dans les petites communes, dans les grandes communes. Voilà, c'est un exercice complexe, exigeant, mais en même temps, qui, encore une fois, est synonyme de l'attachement profond que nous avons tous et tous pour notre école. Justement, quelle analyse vous faites de cette carte scolaire 2023-2024 ? Elle commence à montrer de plus en plus clairement que notre pays vit une inflexion de sa démographie. L'INSEE a publié récemment, il y a quelques semaines, le chiffre du nombre de bébés qui sont nés en 2022. 723 000 bébés. Alors, ce chiffre-là ne veut rien dire en soi. Par contre, lorsqu'on le réfère à l'histoire récente de notre pays, nous avons rejoint la démographie de l'année 1946, en 2022. D'accord. Avec quand même une petite différence, avec cette année de 1946, donc on est juste après la guerre, et on est au début de ce qu'on appelait le baby-boom. Voilà, avec une montée du taux de natalité très importante. Moi, je fais partie des baby-boomers, voilà, ma génération. La différence avec 2022-23, c'est que la courbe est là plutôt descendante. Donc, évidemment que la répartition, je reviens sur ce principe d'équité, ne peut pas ne pas tenir compte de cette inflexion de la démographie qui touche le département du Gard déjà depuis 5 ans, qui va continuer au moins jusqu'en 2027-2028, mais qui touche l'ensemble des départements de France, de notre pays. Voilà, donc il y a ce point particulier qui marque la carte scolaire, comme on dit, dans le département. Et c'est surtout en milieu rural que les conséquences sont importantes. Comment vous adaptez par rapport à ça ? Parce qu'on a vu, vous les avez vues aussi, les manifestations devant vos bureaux, il y en a eu pas mal. Oui. Et même de familles qui venaient de très loin, des Cévennes, parce qu'il y a une inquiétude aussi dans le milieu rural, où là, contrairement aux grandes villes, si on ferme des classes, c'est plus compliqué. Oui. Alors, cette baisse démographique, il faut déjà qu'on la regarde dans son déploiement. Elle ne touche pas que les départements ruraux. Elle est assez homogène finalement sur l'ensemble du département du nord au sud. Voilà. Par contre, oui, ces effets de cette inflexion démographique se ressentent de manière plus forte dans les petites écoles, lorsqu'on a une école à 2 ou 3 classes et que le nombre d'élèves commence à diminuer. Et lorsqu'on prononce ou on envisage avec le maire de fermer une classe, ça n'a pas tout à fait les mêmes effets que dans une classe à 10 ou 11 classes qu'on trouve dans les grandes villes. Voilà, donc cette inquiétude-là, elle est réelle. Moi, je suis évidemment extrêmement attentif à ce que me disent les maires, parce qu'il faut absolument qu'on rentre dans un dialogue qui conduise à non plus... je prolonge ma réponse, parce que c'est un sujet qui passionne le Dazen, cette question de l'école en milieu rural en particulier. Justement parce qu'on voit bien que ça peut fragiliser un territoire lorsqu'on ferme une classe. Voilà. Moi, je croise les doigts. Depuis que je suis arrivé dans le département, je n'ai jamais envisagé de fermer une école.
Et j'espère, je croise les doigts pour que je n'ai pas à, oui, mais par rapport à ce que vous dites, vous risquez d'y être contraint dans quelques années. Donc on va y venir. La question, et c'est pour ça que je rencontre beaucoup d'élus. Alors, chez eux, je me déplace lorsqu'ils viennent nous voir à la DSDN, parce qu'il s'agit de bien faire la différence entre maintenir le service public d'éducation, quels que soient les territoires de vie, et maintenir une école. C'est pas tout à fait la même chose. Je vais essayer peut-être de lui donner un aspect plus concret. Lorsqu'on a 2 communes distantes de 4 à 5 km, qui chacune ont une école à 2 ou 3 classes, est-ce que dans le dialogue avec l'éducation nationale, on peut envisager de regrouper ces 2 écoles pour n'en faire plus qu'une? Après, il y a des questions de transport, il y a des questions diverses qui rentrent en ligne de compte. Ces questions qui sont... Les cantines scolaires pour le midi, etc. Exactement. Moi, j'ai une question. La rectrice Sophie Béjean rappelait dernièrement donc, que le Gard allait perdre 8 postes d'enseignants, mais surtout 600 élèves à la rentrée prochaine. Mais est-ce que finalement, c'était pas le moment peut-être de mobiliser l'énergie des professeurs pour, par exemple, faire des classes plus réduites, pour avoir une attention plus particulière pour les élèves qui sont plus en difficulté? Oui. Alors, plutôt que d'être que sur de l'arithmétique. Alors, il y a cet aspect arithmétique que j'ai développé, mais il y a aussi, et c'est le cas encore dans la carte scolaire, comme on dit, 2023, une bonne nouvelle pour le département, Abdel. À la rentrée scolaire 2023, dans les écoles en éducation prioritaire, pour les classes de grande section de maternelle, CP, CE1, donc on est dans la tranche d'âge 5-7 ans, là où les enfants acquièrent ce qu'on appelle les compétences fondamentales, lire, écrire, compter. À la rentrée scolaire 2023, nous aurons 100% de nos classes, dans toutes les écoles d'éducation prioritaire, sur ces 3 niveaux, qui seront dédoublées. D'accord. Et je rajoute que, hors éducation prioritaire, donc dans les écoles dites ordinaires, le fameux plafonnement à 24 élèves, sur ces mêmes 3 niveaux, grande section CP, CE1, nous atteindrons 100% aussi de plafonnement. Donc on ne résout pas tout, j'en ai bien conscience, mais sur cette tranche d'âge, le département du Gard, en 2 ans, aura mobilisé tous les moyens possibles pour obtenir ces conditions d'apprentissage les plus favorables. Voilà. On aura l'occasion d'y revenir, on parlera effectivement du dispositif de dédoublement des classes et on fera un bilan avec vous. Mais Laurence, votre question à notre invité. Alors ma question c'est, ça fait quelques années que vous êtes à ce poste-là, les relations avec les parents d'élèves, est-ce qu'elles ont été amplifiées? Est-ce qu'ils ont pris plus de pouvoir? Qu'est-ce que vous ressentez là-dessus? Malheureusement, c'est un point de questionnement pour le DAZEN, parce que vous savez que les parents d'élèves se présentent aux élections dans les écoles et les établissements du second degré pour participer aux instances de décision, conseil d'école ou conseil d'administration. Tout ça est inscrit depuis très longtemps dans le fonctionnement de notre institution. Et ce qui m'inquiète, c'est que nous avons de moins en moins de parents qui souhaitent s'engager dans ces instances pour participer à ces lieux de décision. Alors, mis à part cela, moi je continue à dialoguer avec la fédération qui est la plus importante dans le département, qui s'appelle la FCPE. Je les reçois régulièrement, nous échangeons sur des problématiques très générales, telles que celles qu'on évoque en ce moment, parfois sur des situations plus localisées. Mais globalement, on est un peu dans une crise de la participation à la démocratie scolaire aussi, de ce point de vue-là. Catherine, votre question à notre invité. J'ai une réflexion d'abord. Quand on parle de l'école, on parle de la communauté éducative. Et effectivement, elle fonctionne comme une communauté éducative à tous les niveaux. Vous parlez de la baisse de la démographie. Effectivement, c'est une réalité. Il y a moins de naissances au cours des années précédentes. Mais il y a également une démographie qui se transforme. Les territoires se transforment. Ouais. Et en milieu rural, il peut y avoir croissance aussi. Il y a croissance du nombre d'élèves, parfois dans le périurbain, parfois dans des communes plus éloignées. Ça ne va pas être facile à gérer, effectivement, ni pour vous, ni pour les parents d'élèves, bien sûr, ni pour les enseignants. Et il y a beaucoup de réflexions quand même autour de ce qui fait la communauté éducative aujourd'hui. Ma question, elle porte sur le désintérêt des jeunes, d'une grande part des jeunes aujourd'hui, pour les métiers de l'enseignement. C'est une question quand même, c'est une question de société aujourd'hui. C'est une question qui interroge bien sûr les conditions d'enseignement, même si on apporte des réponses
partielle, mais qui interroge plus globalement notre démocratie, effectivement, et notre système républicain, parce qu'il est quand même fondé sur l'éducation. C'est quand même décisif, l'éducation. Enfin, c'est pas à vous que je vais le dire. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce désintérêt ? Oui, c'est un vrai sujet de réflexion, hein, qui est évidemment engagé au niveau national. Parce que, vous le savez, c'est maintenant rendu public, nos concours, donc pour recruter des enseignants dans le premier et dans le second degré, ne connaissent pas l'embellie que nous connaissions il y a encore quelques années. Bon, c'est un sujet passionnant, parce que ce n'est pas la première fois que dans l'histoire de notre pays, nous sommes face à cette situation-là. On oublie vite les passages, mais voilà, on est de nouveau dans cette situation-là, et c'est l'occasion de réfléchir à ce qu'est le métier d'enseignant, dans sa reconnaissance, non pas seulement salariale, puisque le ministre dialogue actuellement avec les représentants des personnels. Vous pensez que c'est ça la principale ? Non, je pense que c'est les salaires qui font que ça attire plus ? Je pense qu'il y a ce point-là qui est important, mais il y a aussi une forme de reconnaissance sociétale, en quelque sorte, de la part de nos concitoyens sur ce qu'est être enseignant aujourd'hui, et comme vous le disiez, je vous rejoins complètement, sur ce que l'enseignant porte comme valeur. Finalement, un enseignant a fait le choix de se mettre au service de la collectivité et de construire la société de demain. Voilà, toutes choses qui sont extrêmement respectables. Est-ce que ce qui ne fait pas peur non plus, pour prolonger un peu ce que disait Catherine, c'est peut-être aussi que les parents d'élèves sont devenus de plus en plus exigeants aussi avec les enseignants. Alors, il y a cet aspect-là, oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi le fait que nous sommes traversés par une crise profonde, qui fait que certains usagers du service public, comme on dit, souhaiteraient pouvoir disposer d'une école qui corresponde à ses attentes, mais qui ne correspondent pas forcément à une communauté voisine. Voilà, on est face à cela. Et c'est vrai qu'il y a une forme de résistance de la part du DAZEN face à des pressions qui peuvent s'exercer. Je vais vous donner là aussi, je voudrais concrétiser mon propos, mais nous avons eu une montée extrêmement importante de ce qu'on appelle l'instruction à domicile. Il y a 2 ans, nous avions entre 1000 et 1200 élèves qui étaient instruits à domicile. Et le gouvernement, enfin le Parlement, dans sa décision de voter la loi du 24 août 2021, qui il y avait eu beaucoup de protestations à l'époque, renforce les principes républicains, a exigé que ces familles ne soient plus sur un simple régime de déclaration. Je déclare au DAZEN que je garde mon enfant à la maison pour faire son instruction. On est désormais dans un régime d'autorisation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est pareil. Et voilà, et de ce fait, on est en pratiquement 1 an, nous sommes passés de 1200 enfants à aujourd'hui 600. Voilà. Vous voyez, ça aussi, c'est une forme de... Parfois, il y a des autorisations qui sont refusées. Alors, dans le cadre législatif précédent, je n'avais pas la possibilité de refuser. Par contre, l'État doit s'assurer qu'il y ait réellement instruction. Et donc il y a des contrôles. Voilà, donc il y a des contrôles au domicile. Voilà, moi je diligente des inspections à domicile dans les écoles, enfin pour les enfants scolarisés au niveau école ou collège, ou voire même lycée. Et donc nous contrôlons la réalité de cette autorisation d'instruction en famille. Donc mais on voit bien, pour répondre à votre question, Adèle, l'école n'est finalement que la chambre d'écho de phénomènes sociétaux qui se développent et qu'on constate tout le monde. Aujourd'hui, il y a une forme de désagrégation de la cohésion nationale, et l'école n'en est que le dépositaire. Donc je suis particulièrement vigilant au fait que l'école... Oui, parce qu'il faut quand même créer quelques remparts. Voilà, et quand même d'abord et avant tout, avant d'être un lieu où les enfants apprennent, c'est d'abord un lieu où l'on apprend à vivre avec les autres. La cour de l'école, pardon. Oui, c'est le lieu, symboliquement, où je sors de mon milieu familial et je vais à la rencontre de l'autre pour justement apprendre à vivre avec les autres. Alors, pour pouvoir le faire, Corentin, il y a une question sur les professeurs absents, remplacés. On parlait justement du désintérêt. Comment faire en sorte que des parents se retrouvent avec leurs enfants n'aient pas cours pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines? C'est la conséquence de ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire le fait qu'on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à attirer les jeunes vers le métier d'enseignant. Concrètement, comment dans le département. Alors moi, j'emploie
un certain nombre de personnels qu'on appelle des contractuels. Alors là où je voudrais aussi tordre un peu le bras à certaines choses qu'on peut entendre, les enseignants que l'on recrute sous le statut de contractuel ne sont pas des personnes qui traversent devant la DSDEN et qu'on appelle pour rentrer dans les classes. Voilà, on a quand même des personnels qui sont... et vous arrivez à en trouver suffisamment ? Oui. Et nous allons continuer à en recruter parce que la question du remplacement, pour moi, elle est prioritaire. C'est vraiment, aussi bien dans les écoles que dans les collèges, il n'est pas admissible aujourd'hui que des familles ne puissent pas recevoir l'enseignement auquel leur enfant a droit. Voilà. Ça, c'est une vraie priorité. Mais une fois que j'ai dit ça, il faut évidemment le traduire concrètement. Donc j'agis sur plusieurs leviers parce qu'on peut libérer, encore une fois, des enseignants qui veulent se former, par exemple. Je leur demande de différer leur formation pour se consacrer au remplacement. Enfin, voilà, aujourd'hui, en tout cas, dans le Gard, tous les professeurs absents sont remplacés ou il reste encore des sujets de préoccupation? Moi, je ne veux pas ici tenir un discours qui serait hors sol, comme on dit. Nous avons encore des difficultés, mais le Gard n'est pas le seul dans cette situation-là. Et tous les jours, nous travaillons au suivi extrêmement précis des remplacements à effectuer dans le département. On dit un mot sur la réforme des retraites ? Ah pardon, Catherine, je vous en prie. Cette question, je crois qu'il y a beaucoup de fausses idées aussi qui circulent sur l'enseignement, sur les enseignants, et notamment l'absentéisme des enseignants. Enfin, vous confirmerez peut-être, mais je crois qu'il est moins élevé que dans d'autres professions. Il n'est pas catastrophique, l'absentéisme des enseignants. C'est une ancienne professeure qui dit ça. Généralement, elle est très corporate. Non, mais c'est je crois que c'est vrai. Oui, parce que ce sujet-là a été bien évidemment très observé, documenté, comme on dit, et c'est vrai que globalement, la population enseignante, par rapport à la population active ordinaire, est beaucoup moins absente que le reste de cette population. En parlant d'absentisme, l'actualité, c'est la réforme des retraites. Oui. On l'a vu, il y avait la 10e journée d'action aujourd'hui. Quel est le taux de grévistes dans le Gard chez les professeurs ? Nous avons, parce que les enseignants qui se déclarent grévistes doivent en faire la déclaration auprès du DAZEN. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai mon directeur de cabinet qui est en coulisses, pas loin, qui vous a donné les chiffres. Nous étions à 17% d'intention de grève dans le département. D'accord, par rapport aux premières mobilisations, c'est dans la moyenne, c'est plus, on a atteint le pic de mémoire était à 36% dans les premières journées, et aujourd'hui nous étions à 17%. Là, mot de préoccupation également des parents d'élèves. Alors c'est assez rare et heureusement, on parlait tout à l'heure des remparts dans l'éducation nationale, c'est des intrusions dans les établissements. Aujourd'hui, comment rassurer les parents sur la sécurité qui est mise en place dans les établissements pour éviter des intrusions étrangères? Alors Abdel, c'est un sujet que nous travaillons depuis déjà de nombreuses années, mais nous avons vraiment mis en place un dispositif, un couvercle de protection en quelque sorte, en accentuant nos relations avec nos partenaires, parce que la question de la sécurité, ce n'est pas le métier a priori des enseignants. Voilà. Donc cette couverture passe par de la formation de nos directeurs d'école, chefs d'établissement, sur ce qu'on appelle la gestion de crise. Le fait que chaque directeur d'école, chaque chef d'établissement a un correspondant gendarmerie ou police, selon la zone où ils sont implantés. Situé, oui. Et lorsqu'il y a un doute sur, en particulier, l'organisation bâtimentaire, qui pourrait laisser quelqu'un pénétrer dans l'école ou dans l'établissement de manière trop rapide, nous avons un appui en termes d'expertise de la part de conseillers sécurité, qui font un bilan avec chaque directeur d'école, chaque chef d'établissement, qui ensuite se retournent vers la collectivité, la mairie ou le département ou la région, pour entreprendre les travaux nécessaires à sécuriser l'espace scolaire. Voilà. C'est propre au Gard quand même ? Non. Disons que ça n'est pas propre au Gard, d'une part, parce que tous les départements travaillent sur ces questions-là. Ce que je peux peut-être rajouter, c'est que dans le département du Gard, le lien éducation nationale et plus force de sécurité, Madame la préfète, est extrêmement fort sur cette question particulière de la sécurisation des espaces scolaires. On va rentrer dans le fond des contenus pour la rentrée prochaine. C'est l'une des volontés du ministre de l'Éducation nationale de généraliser 1h30 de mathématiques dans le tronc commun des lycées d'apprentissage général.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Est-ce que c'est déjà acté? Est-ce que pour l'instant c'est encore en réflexion? Et est-ce que ça aura lieu à partir de la rentrée prochaine? Alors c'est déjà acté dans les dotations des lycées du département, voilà, parce que c'est un choix que le ministre a voulu acter très rapidement lorsqu'il est arrivé aux responsabilités rue de Grenelle. Donc nous avons réintroduit cet enseignement dans le tronc commun parce que c'est un enseignement dit ordinaire. Voilà. C'était une erreur de l'ancien ministre de l'Éducation nationale ou vous ne permettrez pas de porter un jugement? Non, je ne fais pas de parce qu'on a l'impression que c'est un peu une espèce de rétropédalage quand même. On a enlevé des maths, on les remet maintenant. Oui, parce que ça paraît un peu bizarre. Ce sont des options au sens presque philosophique du terme, voilà, qui ont eu à un moment donné vocation à promouvoir ce qu'on appelle la culture scientifique. Et la culture scientifique ne se résume pas aux mathématiques. On a à côté de la physique, de la chimie, des sciences et vie de la Terre. Et l'idée était plutôt de promouvoir cette dimension-là. Et là, le choix a été fait sur la demande de représentants des personnels enseignants, de certains parents d'élèves aussi, de revenir à un enseignement des mathématiques ordinaire, voilà, de base. Il y a aussi, voilà, dont acte. Il y a aussi une volonté de renforcer l'apprentissage des maths dès la 6e, et notamment aussi du français. Pourquoi? Alors, ça, c'est une question, assez passionnante, parce que, vous le savez, depuis 2017, nous avons à notre disposition des photographies régulières sur le parcours de chaque enfant, chaque élève plutôt. Donc, ce qu'on appelle les évaluations nationales. Donc là, je viens d'avoir le résultat. Se fait en CM2, alors, en 6e? En CP, en CE1, en 6e. C'est bien de le rappeler. En 6e et en seconde. D'accord. À la rentrée prochaine, nous allons introduire une évaluation en CM1 et une autre évaluation en 4e. Voilà, pour regarder, pour chaque école, chaque établissement avoir une scolaire, photographie un peu, l'acquisition des compétences en mathématiques et en français. Donc chaque école, chaque collège a cette restitution et ça lui permet d'organiser les enseignements en direction des élèves qui sont les plus fragiles dans le cadre de ces évaluations. Et c'est pour cette raison qu'à partir de la 6e, il y a effectivement un axe supplémentaire qui va être ajouté sur le français et les mathématiques. À la rentrée prochaine, on aura un travail sur la classe de 6e qui va faire que dès la rentrée scolaire, les élèves qui sont les plus fragiles, moi je rappelle que globalement, dans du cas par cas. En prenant indifféremment maths et français, on a entre 20 et 25% des élèves qui arrivent en 6e qui ne sont pas dans le niveau de compétence attendu. Je vais vous donner un exemple. En 6e, nous estimons qu'un élève doit être capable de lire 120 mots à la minute. Pourquoi ? Parce que dès lors que ce mécanisme est automatisé, ce jeune élève, ils ont 10-11 ans, libère, comme on dit, de la ressource cognitive pour plutôt se concentrer sur le sens du texte qu'il est en train de lire. Bon. Et on a encore des élèves qui arrivent en 6e et qui se situent entre 80 et 90 mots minute. On voit qu'il y a... Voilà. Donc l'idée de retravailler sur la classe de 6e dès la rentrée prochaine, c'est justement sortir ces élèves identifiés par les évaluations comme un peu fragiles et leur proposer un appui, une musculation en quelque sorte, voilà, de leur parcours dès l'entrée aussi en 6e. Allez, encore 2 questions, mais on va d'abord donner la parole à nos sociétaires s'ils ont encore une question. Catherine ou Laurence? Laurence. Je rebondis sur ce que vous venez de dire justement. On arrive au bout de l'entretien, parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser. Ça faisait un moment que vous avez pas vu. On se rend compte qu'en français, quand ils arrivent en 6e, ils ont du mal à lire, mais ça peut venir d'où? Parce qu'ils ont suivi un cycle normal. Oui, alors vous avez raison de poser cette question. Ouais. C'est une vraie et très très bonne question. Merci. Merci Laurence justement, d'être là. J'ai bien fait de venir. Nous avons eu du mal à mettre en place ce que j'ai appelé ces évaluations nationales. Et aujourd'hui, nous sommes en capacité de détecter très très vite, en particulier à la sortie de la grande section de maternelle, le niveau de maîtrise lexicale de chaque enfant. Parce qu'on va entre 250 mots maîtrisés par un... Ils ont 5 ans, dans certaines familles, jusqu'à 1500 mots au même âge. Vous voyez l'écart ?
Voilà. Et c'est justement le travail de l'école que de faire en sorte qu'on se centre sur les enfants les plus fragiles dans ce niveau de scolarité pour les amener progressivement à maîtriser. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des classes de plusieurs niveaux. Mais dans ce que je suis en train de vous dire, cela veut dire que nous avons des enfants qui grandissent dans des familles où le champ lexical est plus pauvre que dans d'autres familles. Voilà, c'est ça le... Catherine, rapidement, si vous avez encore une interrogation, et puis Corentin aura deux dernières questions avant de vous libérer. C'est un travail colossal qui reste à faire, parce que effectivement les inégalités sont très fortes et elles sont accentuées au cours des dernières années, notamment en raison de la ségrégation sociale plus forte au niveau des quartiers, au niveau des espaces urbains ou ruraux. Et donc effectivement, c'est la bonne direction, mais il reste malgré tout des efforts qui appellent des moyens, bien sûr, ce que disent les enseignants, ce que disent les parents d'élèves, qui appellent des moyens en termes de personnel et en termes, bien sûr, budgétaires. Oui, bien sûr. Notre pays a un engagement budgétaire extrêmement fort sur l'école. Moi, parfois, il m'arrive de le rappeler. Nous avons un budget de l'éducation nationale. Les autres pays européens avec lesquels on peut se comparer. Oui, même parfois un peu plus. Mais pour donner un peu de sens à ce qu'on dit, parce que le budget de l'éducation nationale dans notre pays, c'est 1 milliard d'euros par semaine. Il vient d'être augmenté par le Parlement à hauteur de 7%. Bon. Oui, mais ce qui est surtout, de mon point de vue, pour le département du Gard, qui, comme nous le savons, n'est pas dans une situation sociale favorisée, au sens large, globalement, c'est surtout de travailler en rapprochant les collectivités, les maires, évidemment les personnels de l'éducation nationale et les familles. Voilà, c'est-à-dire faire ce lien qui, comme on l'a vu tout à l'heure, a tendance à se distendre. On a de plus en plus de familles qui s'éloignent de l'école pour X raisons, et il faut que nous fassions l'effort d'aller les chercher par la main, parce que l'action éducative quotidienne de l'autorité parentale, comme on dit, elle ne peut être que complémentaire à ce que fait l'école et inversement. Voilà. Allez, Corentin, deux dernières questions. 2 questions rapides pour finir. Un mot sur la réforme de la voie professionnelle. Oui. Où en sommes-nous ? Vraie volonté d'Emmanuel Macron. Oui, qui a été rappelée encore récemment. Caroline Grandjean, donc la secrétaire d'État en charge de l'enseignement professionnel, continue à dialoguer avec les représentants des personnels, avec les collectivités territoriales aussi, parce que rappelons que la formation professionnelle, elle est portée conjointement par l'État, Éducation nationale, et par les régions. Voilà, donc ça avance. Oui, et un des marqueurs forts d'ailleurs de... cette réforme n'est pas aboutie, et je viens d'indiquer qu'elle était... On voit qu'elle est notamment de l'apprentissage, par exemple. Voilà, c'est ce que j'allais dire, Abdel. Nous, on constate au niveau académique qu'on a de plus en plus de jeunes qui sont attirés par ce type de formation. C'est ce qu'on appelle l'alternance. Voilà. Une partie du temps en entreprise, une partie du temps en établissement. Et c'est un mode de formation qui a de plus en plus de succès. Voilà. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ? Moi, j'ai pas de jugement par rapport à cela. Ma préoccupation première, c'est que tous les élèves de ce département sortent de l'éducation nationale avec un diplôme, une qualification, parce que c'est à cette condition-là qu'on peut s'insérer professionnellement. Allez, une dernière question. On parlait des classes dédoublées tout à l'heure. Le dispositif a été élargi. Quel bilan tirez-vous ? Alors, on commence à en voir les bienfaits, voilà, parce que, comme je vous le disais, tout est en système. Oui, et effectivement, à la rentrée prochaine, ça va encore se dédoubler. développer, mais on aimerait faire un bilan maintenant. Voilà, on a commencé à dédoubler il y a maintenant presque 6 ans, et avec les évaluations nationales dont je vous parlais tout à l'heure, on arrive maintenant à mesurer, comme on dit, la plus-value apportée par c'est un vrai effet. Voilà, puisque les doublements ne se font qu'en éducation prioritaire. Et notre question, c'est comment rapprocher le niveau de performance des élèves dans ces territoires avec les élèves qui ne sont pas en éducation prioritaire. Vous voyez vraiment les bienfaits ? Oui, on commence à en voir vraiment les effets positifs. Un exemple ? Le quartier, un exemple, j'en ai beaucoup en tête, Abdel. Non, mais après, il faudrait qu'on regarde école par école. Mais dans qu'est-ce qu'on identifie, par exemple, significativement ? Si vous voulez, nous, on observe ce rapprochement qui commence à frémir, mais de manière positive.
en regardant les situations école par école. Parce que, évidemment, lorsque nous continuons à avoir encore quelques fragilités, il faut qu'on rajoute un peu de formation auprès des enseignants, il faut qu'on les accompagne de manière plus forte. Bref, parce que ces dédoublements, c'est un confort à la fois pour l'élève et c'est un confort également pour le professeur. Oui, bien sûr, enfin, le mot confort, moi je le prends comme tel, mais c'est surtout... C'est mieux quand il y a 20 élèves dans une classe que quand il y en a 35. On voit bien, Adèle, que dans l'animation d'un groupe, c'est ce que vous faites ce soir, moins on a de personnes présentes, plus on peut consacrer de temps à l'une ou l'autre, et donc dans la classe, c'est comme ça que ça se traduit. Voilà, passer de 24, 25 élèves à 12, ça permet à l'enseignant d'être plus sollicitant vis-à-vis de ses élèves lorsqu'ils sont 12, évidemment. Merci beaucoup. J'ajouterais, oui, 12, c'est le chiffre, effectivement, qui est avancé depuis des décennies, je dirais, par les chercheurs, par les enseignants. C'est un chiffre assez équilibré, suffisant pour qu'il y ait des interactions et en même temps suffisant pour que, effectivement, l'enseignant puisse développer une pédagogie adaptée à chacun dans la classe. On laisse ce dernier mot à Catherine. Oui, c'était très bien. On va remercier Philippe Maheu d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation, d'avoir accepté ce principe d'une grande interview. On avait beaucoup de choses à aborder avec vous.